Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Molécules de François Bégodeau. Pour moi c'est toujours difficile, comme je l'ai déjà dit, de parler de livres que j'aime, parce que c'est difficile de traduire une sorte de petit plaisir fugace en pensée rationnelle. De sortir finalement du plaisir esthétique de la lecture pour se demander pourquoi tel effet produit cela sur moi, pourquoi tel procédé produit tel effet sur moi. Donc c'est après, post-lecture, qu'il faut tout reprendre. Par ailleurs, pour moi, les livres, c'est un peu comme les humains. C'est toujours plus difficile d'expliquer, enfin plus simple en tout cas d'expliquer pourquoi une personne ne me revient pas, quels sont ses défauts, qu'est-ce qui me dérange en elle, que d'expliquer pourquoi j'aime bien. Comment expliquer l'affection, l'amour, l'amitié, la tendresse, comment sortir du « j'aime bien parce que c'est bien ». Je ressens un peu la même chose pour le Gennada que je suis en train de terminer, et je pense que c'est un sentiment qui ne se dépare pas vraiment d'une forme peut-être de pudeur ou voire d'égoïsme. C'était mon moment à moi, j'ai bien aimé, donc croyez-moi sur parole, lisez-le. Donc voilà, lisez-le, fin de la vidéo. De quoi ça parle ? Un meurtre a eu lieu en Haute-Savoie sur la personne de Jeanne Deligny. Et il va falloir découvrir le coupable, une sorte de polar donc. Mais est-ce vraiment un polar ? La définition du Larousse ne va pas beaucoup plus loin que le roman policier. Et le site des titres marque une différence entre les deux, entre le polar et le roman policier, mais c'est un peu fumeux quand ils expliquent la différence concrète qu'il y a entre les deux. Donc pour simplifier, on va dire que le polar c'est une enquête sur un meurtre ou non, qui est menée par un policier ou non, avec son point de vue, ou non. Parce que c'est vrai, il y a des polars qui, c'est pas des flics qui vont faire l'enquête, ça va être des gens amateurs. Il y a des polars où ça va être le point de vue du meurtrier ou de la victime ou ce genre de truc. Donc, en gros, c'est une enquête, quoi. Et en plus, parfois c'est un meurtre, parfois ça n'en est pas. Parfois, c'est des thrillers politiques ou des thrillers techno-hacking ou ce genre de truc, tu vois. Et là, vous remarquez que j'emploie le terme d'enquêteur et pas celui de policier ou de flic. Parce que souvent, le héros du polar ne ressemble pas à un flic. Il ne porte pas d'uniforme, il n'y a pas de lien de subordination avec ses collègues ou avec ses supérieurs. On s'intéressera plus volontiers à sa vie personnelle, souvent compliquée, qui pourront expliquer les raisons pour lesquelles c'est un homme dur au cœur tendre ou tendre au cœur dur. Mais ça, Bégodeau, ça ne l'intéresse pas. Enfin, peut-être pas forcément l'aspect vie privée, mais l'aspect flic décontextualisé, flics dépolitisés des polars. Déjà, les flics ne sont que des personnages secondaires dans l'histoire. Après, ils le sont presque tous, parce que Bégodeau n'aime pas vraiment la figure du personnage ou du héros, autour duquel tout va tourner, parfois de manière peu crédible. Lui, il aime l'interaction entre ces personnages, le côté humoristique que ça peut donner, avec la concierge et son comique de répétition, ou réaliste avec les dialogues par exemple. Mais plus précisément, il est contre la figure de l'homme providentiel, je pense, et c'est la raison peut-être pour laquelle il fait de son enquêteur une femme, mais surtout, il va montrer comment la résolution d'une enquête ne dépend pas forcément de la sagacité d'un seul homme, mais parfois même du hasard le plus total. Souvent, le polar se termine avec la résolution de l'enquête quand on a trouvé le coupable. Il va en prison, justice a été faite, etc. etc. Sauf qu'encore une fois, Bégodeau, c'est pas forcément ce qui va l'intéresser. Même si on sent qu'il aime bien s'approprier la figure du flic, ou plutôt la désapproprier de la fiction pour la coller au réel. Donc le flic, il sera de droite. Il classera la dangerosité de l'individu à sa couleur de peau, avec de type maghrébin, de type subsaharien ou ce genre de choses. Ou alors il pensera ou dira des phrases un peu pompeuses tirées de mauvais polars. De la distance toujours, de la distance, sinon on est mort. À côté de ça, il arrive tout de même à les différencier les uns des autres. Ils ne sont pas une masse informe, et même parfois ils peuvent être attachants. Je pense par exemple à Callot et à ses calculs de probabilité. Et à la moitié du roman, on quitte l'enquête et les flics pour se pencher sur la figure du coupable, Gilles. Manière de s'interroger sur le rôle de la justice, sur son utilité, même dans le cas d'un crime. Comment faire payer à une personne toute sa vie l'erreur de quelques minutes ? Bien sûr, c'est plus fin que ça, puisqu'on ne va pas évacuer la victime ou ses proches. Jeanne est morte, rien ne pourra la ramener. Et ceci évite deux écueils. Je pense par exemple à beaucoup de romans polars type judiciaire, par exemple le dernier Karine Thuil, qui
était assez frileux finalement, puisqu'on s'intéresse, on n'est que du point de vue de l'avocat ou du juge. Je pense aussi à comment elle s'appelle là. Merde, elle était dans la liste du concours cette année. Robert Diard, un truc comme ça, je crois. Ouais. Voilà. Et donc, une position qui est confortable, puisqu'on ne regarde pas l'abîme, et que finalement, si on ne regarde pas l'abîme, on ne voit pas que l'abîme peut ressembler à un miroir. Ou l'autre écueil serait celui d'iconiser le tueur et d'en faire une sorte de méchant surpuissant de bande dessinée. Gilles, c'est pas Venom, rien que son nom le disqualifie. Et j'ai l'impression que c'est une manière de parler de ressentiment, de rédemption ou de possibilité du pardon. Parce que face à Gilles, il y a la famille de Jeanne, et surtout sa fille, Léna, que le meurtre de sa mère obsède. Ce qui paraît normal, dans un premier temps, semble la circonscrire dans une bulle mortifère, celle de rechercher à tout prix une vengeance. Ce qui la place inévitablement dans le ressentiment. Pour Nietzsche, les êtres de ressentiment sont une race d'hommes pour qui la véritable réaction, celle de l'action, est interdite et qui ne se dédommage qu'au moyen d'une vengeance imaginaire. Léna s'exclut de sa vie, s'exclut de sa libido au sens propre et au sens figuré, pour remâcher une idée de vengeance compréhensible mais morbide, et se coupe de sa propre vitalité. Et c'est ce que lui dit en substance le Bégodeau fictionnel. Et à côté de ça, on a son frère Didier, qui au contraire de sa sœur est dans le pardon, qui sera comme une main divine ou créatrice, qui revient peut-être à la même chose. Évidemment, une main énorme empoigne son avant-bras pour le neutraliser, tandis qu'une autre d'égale puissance arrache la flasque. L'auteur devient Dieu, devient la main qui épargne. Bon, et concernant le style, j'apprécie toujours autant. Si dans l'intention autofictionnelle ou autobiographique on peut rapprocher Knausgaard à Proust, dans son intention de reproduire le réel jusqu'à l'épuisement, je dirais que pour Bégodeau, on est plutôt dans un éclatement de la description à la Faulkner, surtout au début du roman. En effet, l'Incipit s'ouvre sur des personnes en hôpital psychiatrique, celui dans lequel travaille Jeanne, et donc leur point de vue qui est forcément diffracté. Et j'ai pensé au début du bruit et de la fureur avec le point de vue de Benjamin. On ne va pas, par exemple, pour parler d'une branche, commencer par la branche elle-même, puis par les feuilles, puis par les nervures des feuilles. Avec Bégodeau, ça va être plutôt, on va commencer par la branche, et puis après on va parler du train qui passe à côté, ou du camion qui passe à côté, ou du mec qui pisse sur le tronc, d'un oiseau qui est en train de voler, et un peu plus loin, il y a une zone industrielle, ou ce genre de truc. La polyphonie du brouhaha environnant, une sorte de bouillonnement, une impatience que j'avais déjà remarqué dans La politesse, je crois. La fin aussi, avec la pluie, l'odeur de la pluie, des feuilles, qui évoque un peu les pensées de Benji dans Le bruit et la fureur, pour qui en fait la relation à sa sœur se projette dans la nature, se projette sur l'extérieur, sur les sensations ressenties. Et j'ai donc pensé à l'odeur de pluie mouillée de Caddy. Et il a un peu ce côté lyrique quand il parle de la famille d'Hélinie, je trouve. Enfin, plus le roman avance, parce qu'au début, il y a un certain toujours d'observation clinique un peu de la bourgeoisie, avec un peu ses tics, et ce qui est assez amusant, mais plus il entre, finalement, plus on finit par sentir une sorte de tendresse. Et en même temps, un des autres talents de Bégodeau, et celui qui reste le plus en tête des gens, de ses lecteurs, parce que c'est ce qu'on ressent aussi dans ses essais, c'est l'art du portrait. Lapidaire, précis, qui explicite au scalpel ce qu'on pensait mollement. Et enfin, le discours indirect libre, qui apporte des pauses respiratoires un peu humoristiques, en mettant en scène le verbiage ou le bavardage des gens, leurs petites obsessions. Qu'il ait pris l'initiative seul donne la mesure de son attachement à Jeanne, qui était réciproque malgré qu'elle mettait un point d'honneur à ne pas montrer de préférence entre les résidents. Mais forcément, elle en avait, car on en a toujours, et c'est bien normal, et ça ne veut pas dire qu'on néglige les autres. Et si je devais pinailler, je dirais que parfois il fait son Bégodeau et se laisse emporter par la vivacité de ses pensées, de son esprit. Et nous, on traînasse un peu derrière, dans des passages où beaucoup de phrases assez courtes, assez référencées, assez private joke. Le seul nom de cette musique alerte qu'elle n'est rien de plus que ce qu'elle est, la musique. Pardon, mais si ça c'est pas l'immanence. Musique pour la danse, musique danse. Je ne danse pas sur la musique. Je danse la musique danse pour moi. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Mais je pense que c'est fait exprès, tu vois. Après là, ce passage est humoristique, je pense qu'il se fout de sa propre gueule, tu vois. Le genre de passage qu'il aime bien conclure avec un impersonnel qui est en fait très personnel. On va le lui faire regretter, on y mettra le temps qu'il faudra. Et si je devais comparer avec l'une de mes lectures récentes, mais je pense qu'il ne va pas apprécier, ce serait avec La carte et le territoire de Houellebecq.
L'enquête est autant anti-spectaculaire que chez Houellebecq. Alors certes, peut-être que les flics sont plus ancrés sociologiquement ou politiquement que chez Houellebecq, mais l'enquête est aussi vite résolue et sans effet de manche superficielle. Artificielle. Et puis la question de notre place dans le monde, de l'ineffable face au périssable, le fait que l'auteur apparaisse comme personnage, ou aussi qu'on quitte l'intrigue principale à la moitié du roman. Et je dirais même que l'humour m'y fait penser aussi, avec un humour assez absurde, voire jusqu'au boutiste. Je compte pas le nombre de haha que j'ai notés dans ma liseuse, qui sont des remarques très pertinentes pour évaluer un livre. En résumé, l'association du lyrisme et du clinique, telle que je l'avais décrit, enfin pas forcément moi, mais je sais plus, je crois que c'était Houellebecq lui-même, dans ma vidéo. Même si c'était pas Houellebecq qui parlait dans ma vidéo, mais c'est moi qui parlais en citant Houellebecq. Quoi qu'il en soit, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande, je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.